Au premier temps, on va discuter l'ensemble des matrices et ses propriétés. Deuxièmement, on va essayer de voir la relation avec les applications linéaires et toutes les propriétés. Et finalement, nous allons discuter le rang, la trace d'une matrice et la matrice de passage et les matrices semblables. En construisant ces schémas résumant le cours, on va corriger les exercices suivants et les aider pour répondre à ces questions-là, qui nous permet de bien pratiquer et appliquer ce qu'on a appris dans le résumé et de bien mémoriser certaines propriétés. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous proposer des formations par thème, par exemple l'algèbre générale, intégration C plus P, ainsi de suite, dans lesquelles il y aura des vidéos traitant l'essentiel du sup pour bien démarrer un thème dans SPE. Deuxièmement, cours, exercices et méthodes. Troisièmement, des extraits de concours et finalement des problèmes. Il y aura 12 concours corrigés. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Commençons par l'étude de l'ensemble des matrices qui ont n lignes et p colonnes à coefficient dans K. Cet ensemble-là est un K espace vectoriel, c'est-à-dire la somme de deux matrices reste une matrice. Et si on multiplie une matrice par un scalaire, ça va rester aussi une matrice. Cet espace est de dimension finie, est égal exactement n fois p. Ça signifie qu'il admet une base de cardinal np. On a la famille suivante qui est constituée par les matrices élémentaires I, G, sachant que I allant de 1 jusqu'à n et G allant de 1 jusqu'à p. Alors ici, on a combien de matrices? N matrices fois p, donc n fois p matrice. Cette famille-là est une base de MNK. Mais c'est quoi exactement E et G? E et G, c'est la matrice, par exemple pour un I et G fixé, c'est la matrice de taille n, P, n ligne, P colonne, dont les coefficients est égal à AKL est égal à 1 si I est égal à L et K est égal à G. Sinon, est égal à 0. Autrement, cette matrice-là, O, I, G, c'est la matrice dont la ligne I, on suppose que c'est la ligne I, et la colonne G, on suppose que ça c'est la colonne G. Alors ici, on a 1. Et les autres coefficients, tous les autres coefficients codés 0. Donc il y a seulement 1 lorsqu'on est dans la Ième ligne et la Jième colonne. Donc ça c'est une base, cette famille-là est une base de MNPK. Supposons qu'on a une matrice A de taille n, c'est-à-dire elle a n lignes et n colonnes. Définissons alors la transposée d'une matrice A. On dit que A est symétrique lorsque la transposée de A est égale à A. Par exemple, si vous avez A, B, C, D, A appartient à M de R, alors la transposée de A, c'est la matrice suivante. Les lignes de la matrice A deviennent des colonnes pour la transposée de A. Donc la première ligne devient la première colonne A, B, et la deuxième ligne devient la deuxième colonne pour D. Ainsi, cette matrice-là est symétrique. La transposée de A est égale à A. Si et seulement si, on a déjà A, c'est B. Ça, c'est la matrice A. Si et seulement si, le coefficient A est égal à A, ça c'est vrai. D est égal à D, C est égal à B et B est égal à C. Donc pour que cette matrice-là soit symétrique, il faut que B est égal à C. C'est-à-dire la matrice A s'écrit sous la forme A, D,
B, B. Donc voilà, cette matrice-là est symétrique. Symétrique parce que tout ce qui est en dessous de la diagonale se répète au-dessus de la diagonale. C'est ce qu'on appelle par une matrice symétrique. Et l'ensemble de ces matrices-là est noté Sn de K, l'ensemble des matrices symétriques. Maintenant, les matrices antisymétriques. Lorsqu'on calcule la transposée de A, et on trouve que c'est égal à moins A. Alors là, on dit que la matrice A est antisymétrique. Et on note l'ensemble des matrices antisymétriques AN, K. Alors, ces deux ensembles-là, ce sont des sous-espaces de l'espace MNK, l'espace des matrices. Donc, premièrement, SNK est un sous-espace de MNK, de plus et de dimension n fois n plus 1 sur 2. Et l'ensemble des matrices antisymétriques est un sous-espace aussi de MNK, de dimension n fois n moins 1 sur 2. Nous pouvions justifier que Sn est de dimension n fois n plus 1 sur 2 par le fait que la famille suivante des matrices OIJ plus OGI est une base de cet ensemble-là, de cet sous-espace-là. Donc ce sont les matrices élémentaires telles que I inférieur à G. Donc elles vont être sous cette forme-là. 1, 1, ici la GM colonne, AM ligne, ici on a le GM ligne et ici AM colonne. Et les autres, il n'y a que des zéros. Parce que les éléments sont symétriques. Par exemple, on aura ici A. De même, ici, on aura le même coefficient. Parce que c'est symétrique. Si on change les lignes avec les colonnes, le coefficient d'ici, c'est lui-même. Voilà, c'est pour cela, cette famille-là est une base de SNK. De même, la famille suivante, EIG moins EGI, est une base de ANK, sachant que I et G sont compris entre 1 et N, et I inférieur strictement à G. Et vous devriez savoir aussi que MNK s'écrit comme la somme directe de ces deux sous-espaces, c'est-à-dire est égal à SNK plus ANK. Ça signifie que n'importe quelle matrice, on peut l'écrire comme une matrice de SNK, une matrice symétrique, plus une matrice antisymétrique d'une manière unique. C'est-à-dire, par exemple, une matrice A, on peut l'écrire 1 sur 2 transposé de A plus A. Cette matrice-là est une matrice symétrique. Plus 1 sur 2 A moins le transposé de A. Et cette matrice-là est antisymétrique. Donc voilà, nous avions pu écrire la matrice A comme une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. Maintenant, nous allons apprendre le produit de deux matrices et les résultats importants de cette opération-là. Alors, on suppose on a une matrice C est égale à A fois B, sachant que A est une matrice de taille N, ligne, et P, colonne. Et B est une matrice de taille P, ligne, et Q, colonne. Donc, pour que ce produit-là soit bien défini, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice, P, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Le produit, c'est une matrice de taille N fois Q. Donc, c'est comme si on élimine ce P-là. Et les coefficients C et G, par exemple pour un I compris entre N et G compris entre 1 et Q, est égal à la somme K allant de 0 jusqu'à P, ce P-là, à la première matrice, le coefficient de la première matrice, AI,
Donc ce I-là, K fois B, K, G. Donc on prend pour la deuxième matrice les colonnes et pour la première matrice la ligne I. Donc c'est ça le coefficient CIG. Application, on suppose n est égal à P, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, et IGKL appartiennent à 1N. Alors, la matrice élémentaire IG fois la matrice élémentaire KL est égale à lambda GK EIL. Pourquoi? Parce qu'on sait que tous les coefficients sont nuls pour la première matrice, sauf AM ligne et GM colonne, il y a 1. Et pour la deuxième, sauf pour KM ligne et L colonne, les autres coefficients sont... Alors, la seule coefficient qui va être non nul, c'est on multiplie la ligne I fois colonne L. Donc, mais ça dépend, donc ça va être EIL. Le coefficient qui est non nul, c'est le coefficient AIL. Mais est-ce que ce 1-là va se rencontrer avec ce 1-là? Donc, pour qu'il se rencontre, il faut que cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, il faut que G est égal à K. Donc, ça est égal à 1 si G est égal à K. Voilà, c'est pour cela qu'on a le coefficient de Kronecker qui est égal à 1 si G est égal à K et 0 sinon. Donc, ceci signifie que ce produit-là est égal à EIL, dans le cas où G est égal à K, et est égal à la matrice nulle sinon. Voici d'autres applications. La formule de binôme de Newton, A plus B à la puissance n, est égale à la somme de K allant de 0 jusqu'à n, K parmi n, A à la puissance K fois B à la puissance n moins K. Et on a aussi la factorisation suivante, qui est aussi très importante. A à la puissance n moins B à la puissance n est égal à A moins B fois la somme de K allant de 0 jusqu'à n moins 1, A à la puissance n moins K fois B à la puissance K. Mais la condition pour utiliser ces deux résultats, il faut que AB de matrice carrée et AB est égal à B fois A. Ça c'est important, il faut le vérifier avant d'utiliser ces deux relations. Voici maintenant quelques méthodes pour calculer A à la puissance n. A à la puissance n, c'est A fois A fois A, n fois. Alors, premièrement, vous pouvez vérifier par le calcul de A au carré. Tu calcules A au carré à 3, il vous demande ça. Et après, essayez de trouver une relation, une formule entre la puissance 3 et le coefficient. N et le coefficient. Et après, vous devriez démontrer cette relation que vous avez trouvée par récurrence. Deuxième façon, on décompose A comme une matrice B plus une matrice D. Sachant que B fois D est égal à D fois B, pour pouvoir utiliser la formule de binôme de Newton. Et il faut que dans ce choix-là, la matrice B à la puissance K et D à la puissance K soit facile à calculer. Troisième méthode, on diagonalise la matrice A, si c'est possible. Donc ça, c'est la réduction. Et quatrièmement, on effectue la division euclidienne de x à la puissance n par un polynôme dont on sait déjà, si on remplace par A dans ce polynôme-là, P de A est égal à 0. Donc si nous avions P de A est égal à 0, alors en remplaçant x par A, nous trouverons que A à la puissance n est égal à RA. Il faut que R, le reste de la division euclidienne, soit petit le plus possible. Donc ça va être de degré 2 ou bien. Donc le calcul de A à la puissance n revient au calcul de A au carré, ainsi de suite. Voici le premier exemple où on considère la matrice suivante A appartient à MNR d'ordre n
tels que les éléments de la diagonale sont des 0 et à l'extérieur de la diagonale, il y a que des 1. Tous les coefficients sont des 1, sauf les éléments de la diagonale sont nuls. Alors la question ici, c'est de calculer a à la puissance n pour tout n appartiennent à n étoile. On a l'indication suivante. Considérez la matrice B qui est égale à A plus IN. Donc, l'idée, si on écrit, on suit l'intégration, on écrit B est égal à A plus IN, et N, il va rajouter des 1 dans la diagonale. Donc, la matrice devient la matrice suivante. Tous les coefficients est égal à 1. Alors, il est clair qu'ici, il nous indique pour utiliser la formule de binôme de Newton, comme nous l'avons dit dans les méthodes. On essaie de décomposer A en deux matrices qui sont faciles à calculer la puissance. Donc, A est égal à ici B moins IN. Pour calculer la puissance de IN à la puissance K, c'est simple. Et pour calculer B à la puissance K, donc, on n'a rien ici, alors on doit essayer de calculer B au carré. B au carré, c'est B fois B. Donc, est égal B fois B. Pour trouver par exemple le premier élément, donc il y a des 1 fois 1 jusqu'à 1. Donc 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, donc ça fait n. De même, si on multiplie la première ligne fois la deuxième colonne, j'obtiendrai n, donc tous les coefficients sont n. Il n'y a que des n. Alors cette matrice-là est égale à n fois B. On factorise par n. Alors, on peut remarquer donc que b à la puissance 3, ça va être quoi? Ça va être b au carré fois b. Donc, est égal n fois b, qui est égal à n fois b au carré, est égal encore une fois n au carré fois b. Donc, on remarque bien une relation entre les coefficients, la puissance et la matrice. Donc, b à la puissance k, on peut estimer c'est n à la puissance. On remarque pour 2, on a n à la puissance 1. Pour 3, on a 2, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc, on peut estimer que la matrice b à la puissance k, c'est n à la puissance k moins 1 fois b. On peut le démontrer par référence. Voilà, finalement, on a calculé b à la puissance k et à la puissance k, donc on utilise la formule de binôme de Newton. Et comme ça, on trouvera a à la puissance k qui est égal à ça à la puissance k, et on développe en utilisant la formule. Alors, considérons la matrice B est égale à IN plus A. Donc, on obtiendrait que A est égal à B moins IN. On a, pour pouvoir calculer ou bien utiliser la formule de binôme de Newton, on doit vérifier la commutativité de ces deux matrices. On a B fois IN est égal à IN fois B est égal à B. Après, on va essayer de calculer B à la puissance K. Donc, B au carré, d'abord B au carré, c'est la matrice B fois la matrice B. Donc, la première ligne fois la première colonne, ça va nous donner le premier élément n. La première ligne fois la deuxième colonne, 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus, va nous donner aussi n. Donc, on remarque que tous les coefficients sont égaux à n. Alors, si je factorise par n, donc b est égal à n fois b. Alors, supposons que b à la puissance i est égal à n à la puissance i moins 1 fois b, et montrons que b à la puissance i plus 1 est égal à n à la puissance i fois b. Donc, b à la puissance i plus 1, c'est b à la puissance i fois b. Et b à la puissance i par référence, c'est ça. Donc, est égal à n à la puissance i moins 1 fois b. B fois b, ça fait b au carré. Et b au carré,
c'est n fois n à la puissance i moins 1, ça fait n à la puissance i. Donc voilà, la propriété est vraie. Donc on a i plus 1, n à la puissance i moins 1. Voilà, on a finalement démontré que quel que soit i appartient à n étoile, b à la puissance i est égal à n à la puissance i moins 1 fois b. Voilà, on a finalement préparé les conditions pour, ou bien les études pour utiliser la formule de binôme de Newton. Donc on a, pour un k appartient à n étoile, a à la puissance k est égal à b moins a moins i à la puissance k. Je vais remplacer juste a par b moins i. D'après la formule de binôme de Newton, est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à k, cette puissance-là, i parmi k, ça à la puissance i, fois la matrice moins in à la puissance k moins i, est égal, puisque j'ai calculé b à la puissance i seulement pour i appartient à n étoile, donc pour i égale à 0, on a une forme particulière. Alors c'est pour cela que je vais distinguer le cas lorsque i égale à 0. Donc je commence par 1 jusqu'à k. J'ai répété la même chose, sauf j'ai exclu le cas où i égale à 0. Donc lorsque i égale à 0, je remplace 0 par mes k, c'est 1, fois b à la puissance 0, c'est i, et moins i à la puissance k moins 0. Donc moins i à la puissance k. Voilà, c'est ça ce qu'il va rester. I fois i, c'est toujours i. Donc il reste un seul i. Après, je vais essayer de factoriser par b ici. Donc on factorise par b sur n. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par n pour que je puisse avoir n à la puissance i. Alors, ceci nous permet d'utiliser la formule de binôme de Newton encore une fois. Donc, est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à k, et parmi k, n à la puissance i. J'avais n à la puissance i moins 1, donc j'ai multiplié et divisé par n. Et j'ai commencé par 0, parce que la formule de binôme de Newton commence par l'indice par 0. Donc, je dois retrancher le cas de 0, parce qu'au départ, nous avions 1 comme indice de départ. Donc, je retranche le cas égal à i égale à 0. Donc, pour i égale à 0, 0 parmi k, c'est 1. 1 à la puissance 0, moins 1 à la puissance k. Donc, moins 1 à la puissance k. Plus ceci, qui est égal à moins 1 à la puissance k fois i. Voilà, finalement, je pourrais utiliser la formule de binôme de Newton pour les nombres. Donc ça fait, ça c'est notre x ou bien notre a, et ça c'est notre b. Donc x plus b, ça fait n moins 1 à la puissance k. n moins 1 à la puissance k, moins ceci, moins 1 à la puissance k, et je divise par n fois b, plus moins 1 à la puissance k fois un. Voilà, c'est ça. A à la puissance k, pour tout k appartient à n étoile. On a la matrice B, c'est la matrice qui est remplie par les 1. Et on a la matrice I, et donc voilà, on a trouvé l'expression de A à la puissance k pour tout k appartient à n étoile. On suppose qu'on a entre les mains une application linéaire définie de E vers F, où E est un espace vectoriel de dimension n, sachant que BE est une base de cet espace-là, et BF, I allant de 1 jusqu'à P, est une base de F. Donc la dimension de F est P et la dimension de E est n. Alors nous allons essayer d'écrire les images des éléments de la base de E. L'image par exemple de E de G par U
puisque est un élément de f, alors il s'écrit sur la forme aij fois f de i, i allant de 1 jusqu'à p. C'est comme si nous avons écrit cet élément-là dans la base de f. Voilà les coefficients. Donc on a g est constante. Donc seulement i qui varie de 1 jusqu'à p. Pour tout, g appartient à 1 jusqu'à n. Parce qu'on vient de calculer maintenant les images des éléments de la base de E. Donner la matrice qui représente cette application linéaire dans la base bêta E et bêta F. Bêta E, c'est la base de l'espace de départ et bêta F, c'est la base de l'espace d'arrivée. Donc, ça revient à donner les coordonnées de l'image de chaque élément de la base E dans la base B de F. Donc ici, on écrit l'image de E1, l'image de E2, jusqu'à l'image de En. Et dans les lignes, F1 jusqu'à FB. Ça, c'est la base de F. Et ça, les images de la base de E. Donc, premièrement, on a I de E1 pour G égale à 1. On a l'image de E de 1 est égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à P à I 1. Donc la colonne est fixe fois F de I. Alors par exemple, ça va être A1 fois F1 plus A1 2 fois F2, ainsi de suite jusqu'à AP1 fois FP. Donc ces éléments-là, ou bien la première colonne, représente les coordonnées de U de E1 dans la base F1 jusqu'à FP. Donc on procède comme ça pour U2 jusqu'à UN. On trouve aussi les éléments ou bien les coordonnées de la base de U de N dans la base bêta E. On trouve cette colonne, la dernière colonne. Voilà, c'est ça la matrice de F dans la base bêta E vers la base bêta F. Maintenant, si vous avez un élément de E qui s'écrit sous la forme suivante, c'est dans la base bêta E, et un élément Y de F qui s'écrit aussi de cette forme-là, dans la base bêta F, alors si F de X est égal à Y, c'est-à-dire l'antécédent de Y chez X, alors cette égalité-là est équivalente à ce que Y est égal à la matrice de F dans la base bêta E, bêta F fois X. Et c'est quoi Y et X? Y représente les coordonnées de petit y dans la base F. Et X, c'est le vecteur colonne qui représente les coordonnées de X dans la base bêta E. Donc on a cette équivalence-là. F de X égale à Y équivaut à ce que la matrice colonne des éléments des coordonnées de Y est égale à la matrice de F fois la matrice colonne des coordonnées de X. Alors maintenant, voici la définition suivante d'une application linéaire canoniquement associée à une matrice donnée. A appartient à MNP K. C'est l'application qui va de K à la puissance N vers K à la puissance P. Et qui a chaque vecteur X, on lui associe la matrice A fois X. Alors, on appelle cette application-là l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A. C'est-à-dire, la matrice de cette application-là, dans la base canonique de K à la puissance N vers la base canonique de K à la puissance P, c'est exactement A. Et ici, on confond X, parce que X est un élément de Kn. Donc, on considère que ce X-là, c'est comme un vecteur colonne. Parce qu'en réalité, X s'écrit sous cette forme-là, X1 jusqu'à Xn.
mais on suppose non. On identifie x à x1, x2 jusqu'à xn. Donc voilà, pour résumer ceci, A, c'est exactement la matrice de F dans la base canonique de E de k à la puissance n vers la base canonique de k à la puissance p. Et la base canonique, par exemple, c'est EI, et allant de k à la puissance n jusqu'à n. De k à la puissance n, nous avons fait ceci dans le résumé des espaces vectoriels. EI est égal à 0, il y a seulement 1 dans la ième place. Et les autres des 0. Ça, c'est la base canonique. Voici maintenant un résultat qui est très intéressant. Lorsque F et G, ce sont deux endomorphismes de E, c'est-à-dire des applications linéaires de E vers E, et E est égal à F et C, donc voilà, une application de E vers E, donc on a l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Alors, pour déterminer la matrice décomposée de F et G, dans la base bêta E, la base bêta E, c'est-à-dire la matrice de bêta E vers bêta E. Alors la matrice du composé de ces deux applications est égale à la matrice de F dans la base de bêta E fois la matrice de G dans la base bêta E. Donc est égal au produit des matrices de ces deux applications-là dans la base bêta E. On va voir maintenant les conditions qui nous permettent de dire est-ce qu'une matrice est inversible ou non. Alors, premièrement, une matrice carrée est inversible s'il existe une autre matrice B telle que A fois B est égal à I, équivaut à ce que le quart de A, qui est égal à l'ensemble suivant, les éléments de k à la puissance n, tel que A fois x égale à 0. C'est-à-dire les éléments où, si on multiplie A par ces éléments-là, est égal à 0. Est égal à 0 encore une fois. Donc si le quart de A est égal à 0, ça signifie qu'A est injectif. Injectif en dimension finie et bijectif. Bijectif donc inversible. Alors pour démontrer qu'A est inversible, il suffit de démontrer que le quart de A est égal à 0. C'est-à-dire, on résout le système suivant, AX égale à 0, et on démontre que la seule solution, c'est X égale à 0. Ça, c'est A est inversible. Nous pourrions aussi vérifier que A est la matrice dans une base donnée d'un endomorphisme bijectif. Alors, ceci équivaut à ce que la matrice A est inversible. Si A, la matrice A représente un endomorphisme qui est bijectif, donc on a l'équivalence. L'endomorphisme bijectif équivaut à ce que la matrice est inversible. Équivaut encore une fois à ce que le rang de A est égal à n. Alors si vous avez une matrice d'ordre n, démontrer qu'elle est inversible équivaut à ce que le rang de cette matrice-là est égal à n. Ce qui équivaut à ce que le déterminant différent de 0. Donc voilà, on a plusieurs possibilités pour vérifier est-ce qu'une matrice est inversible ou non. On les utilise, ça dépend de la situation. Alors si vous avez deux matrices appartiennent à JLNK, c'est-à-dire les matrices inversibles, alors vous avez les propriétés suivantes. A fois B est aussi inversible. Et l'inverse de A fois B est égal à l'inverse de B fois l'inverse de A. Donc on change l'ordre des produits. On a aussi A à la puissance K est inversible. Bien sûr, j'ai bien dit qu'on suppose que A et B ce sont des matrices inversibles. Et l'inverse de A à la puissance K est égal à l'inverse de A à la puissance K. Aussi, la transposée d'une matrice inversible est inversible. Et l'inverse de la transposée est égal à la transposée de l'inverse. Voici maintenant quelques méthodes pratiques pour déterminer A-1. Vous pouvez chercher un polynôme tel que P de A est égal à 0, c'est-à-dire un polynôme annihilateur de A. Et alors, si on remplace ici par A,
Donc ça fait A0 fois IN, parce que A0 fois 1, on remplace 1 par IN. Ainsi de suite jusqu'à AP fois A à la puissance P est égal à la matrice nulle. Il faut bien choisir un polynôme annihilateur dont le coefficient constant est différent de 0, c'est-à-dire A0 est différent de 0. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va diviser après sur P0 qui est A0. Donc si c'est le cas, si vous trouvez une matrice qui annule cet endomorphisme, alors A est inversible et l'inverse est égal moins 1 sur A0 fois A1 fois IN plus A2 fois A, ainsi de suite. Donc c'est seulement on a déplacé ce C dans l'autre côté et après j'ai divisé par A0. Et donc si on factorise par A, j'ai trouvé une autre matrice telle que cette matrice-là fois A est égale à IN. Et alors d'après cette propriété-là, A est inversible et l'inverse c'est cette matrice-là qui est exactement celle-là. Deuxième méthode, c'est la résolution de l'équation AX égale à Y. Donc on essaye d'exprimer X en fonction de Y. Et voilà, si on arrive à ça, donc la matrice qu'on va trouver c'est A-1 fois Y. Et troisième méthode, c'est on calcule directement la transposée de la comatrice de la matrice donnée. Dans cet exemple, nous allons considérer la matrice suivante, toujours, avec des 0 sur la diagonale et des 1 dans les autres coefficients. La première question, calculer A au carré et montrer qu'A est inversible en déterminant son inverse. Alors, déjà, A au carré, c'est facile à calculer. Donc, ça va nous donner cette matrice-là, qui est égale, on va l'exprimer en fonction de A, est égal à 3 fois A, parce qu'il n'y a pas de diagonale ici, on va multiplier les coefficients où il y a des 1 par 3. Et 3 fois 0, c'est 3. C'est 0, pardon. Donc il reste la diagonale plus 2 fois IN. Voilà. On a exprimé A au carré de cette façon-là, afin de trouver un polynôme annihilateur de A. Le polynôme annihilateur, c'est A au carré moins 3A moins 2 IN. Donc, ceci équivaut, je vais essayer d'isoler le IN tout seul. Donc, je déplacerai d'abord 3i dans l'autre côté, ça fait moins 3A égale 2IN. Après, je divise par 2 pour que IN reste tout seul. Donc, ça fait 1 demi A au carré moins 3 sur 2 A égale à IN. Alors, pour écrire cette matrice-là sur la forme A fois B est égal à IN, donc je vais factoriser par A. Ici, on arrive à l'écrire de cette forme-là. Alors, A est inversible et l'inverse, c'est exactement égal à B. Donc, je continue, je factorise par A. Alors, j'obtiendrai A fois cette matrice-là. Donc, on a trouvé A fois une autre matrice est égal à IN. Ceci signifie que A est inversible et son inverse est égal à cette matrice-là. 1 demi A moins 3 sur 2 IN. Dans cet exemple, on considère une matrice M appartiennant à N plus 1 qui est définie par la première colonne, il n'y a que 1 et des 0. La deuxième colonne, 1 parmi 1. La troisième colonne, ainsi de suite jusqu'à la N plus 1 colonne. Alors on remarque bien que par exemple dans la colonne K, les coefficients sont sous cette forme-là. Kème colonne, on a 0 parmi K, ainsi de suite jusqu'à K parmi K. Donc 1 parmi K, ainsi de suite. C'est juste pour bien comprendre l'énoncé. Alors la question ici, démontrer que la matrice M est inversible, puis déterminer son inverse, M-1.
Et on a comme indication considérer l'application de Rn de x vers Rn de x et la base canonique de Rn de x et déterminer la matrice de phi dans la base bêta qui est exactement M. Avant ça, d'abord, il faut déterminer phi. Voilà, c'est ça l'application. On a la matrice M. On doit trouver une application qui représente cette matrice-là dans la base canonique. C'est-à-dire phi de 1, phi de x à la puissance n. Les images des éléments de la base dans la base. Donc, on remarque bien que phi de x à la puissance k, ici, par exemple, est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à k. Ici, on aura 1, c'est-à-dire i parmi k, c'est-à-dire 0 parmi k, c'est 1, fois x à la puissance i. Donc, lorsque i égale à 0, on a 1 fois 1. Lorsque i égale à 2, 2 parmi k fois x, ainsi de suite, jusqu'à k parmi k fois x à la puissance k. Nous pouvions voir ceci pour k égale à 2, phi de x au carré est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à 2 et parmi 2 x à la puissance i. Donc égal à 0 parmi 2 fois x à la puissance 0, c'est 1, fois 1, plus 1 parmi 2 fois x, plus 2 parmi 2 fois x au carré. Donc voilà, on remarque que le premier coefficient ici, c'est 1, 1 fois 1. Donc ça fait ceci. Après 1 parmi 2 fois x. Après 2 parmi 2 fois x. Donc voilà. Et dès qu'on détermine l'image de chaque élément de la base, alors on peut déterminer l'image de P. Donc, sachant que P est égal à une matrice, ou bien un polynôme, pardon, de 0 jusqu'à n x à la puissance i est égal à la somme de i phi de x à la puissance i. Parce que i est une application linéaire. Donc, l'idée, c'est dès qu'on détermine phi de P est égal combien exactement, on trouve phi de P est égal à quelque chose. Après, on va déterminer phi moins 1. Donc, P est égal à phi moins 1 de Q. Et si on arrive à trouver phi moins 1, M moins 1, c'est la matrice de cet endomorphisme-là dans la base canonique bêta. Donc, si on arrive à déterminer phi moins 1, après on détermine sa matrice dans la base bêta et c'est exactement l'inverse. Avant de commencer, il faut bien justifier que la matrice M est inversible. Il est clair que cette matrice est inversible. À votre avis, pourquoi? À mon avis, parce que c'est une matrice triangulaire supérieure et dont les éléments diagonaux sont non nuls. Donc cette matrice-là est inversible. Après, on va essayer de déterminer l'application linéaire de Rn de x vers Rn de x, tel que M soit sa matrice dans la base bêta. Pour ce faire, je vais déterminer l'image de chaque élément de la base. Donc, pour k appartienne à 1 jusqu'à n, phi de x à la puissance k est égal à la somme de i égale à 0 jusqu'à k et parmi k x à la puissance i. D'où vient ceci? Ça vient de cette matrice. Ça, c'est la colonne km. Et alors, j'utilise la formule de binôme de Newton. Ça va nous donner x plus 1 à la puissance k. Donc, d'une manière générale, si vous avez un polynôme p qui s'écrit sous la forme suivante, parce qu'il
et de degré O plus N, alors phi de P est égal à phi de... J'ai remplacé P par ça en expression. Je pourrais sortir la somme parce que phi est une application linéaire. Donc égal la somme AI fois phi de x à la puissance I. Et phi de x à la puissance I, c'est x plus 1 à la puissance I. Et alors, et ça, c'est exactement P de x plus 1. Donc on a trouvé l'expression de phi. C'est l'endomorphisme qui est associé à chaque polynôme P, P de x plus 1. Cet endomorphisme-là est représenté par la matrice M dont la base canonique bêta. Avant de déterminer phi moins 1, nous devons d'abord justifier que phi est bijectif. Phi est la matrice de M dans la base bêta. Cette matrice-là est inversible et donc phi est aussi inversible et bijectif. Donc, parce qu'on a équivalence, une application est bijective, c'est seulement si sa matrice dans une base est inversible. Donc voilà. Deuxièmement, on va essayer de déterminer phi moins 1. Alors on a P appartient à Rn, phi de P est égal à P de x plus 1. Je vais composer à droite par phi moins 1. Alors phi moins 1 rho phi, c'est l'identité, donc est égal à P. Est égal encore une fois phi moins 1 de P de x plus 1. Alors j'obtiendrai que ça est égal à P. Et alors, si par exemple ici il y avait x, alors ici il y aura x moins 1. Donc phi moins 1 de P, c'est P de x moins 1. Voilà, on a trouvé l'expression de phi moins 1. Maintenant, je vais essayer de déterminer la matrice de cette application-là, phi moins 1, dans la base bêta. Et c'est exactement M moins 1. Pour ce faire, on doit calculer l'image de chaque élément de la base. Donc pour k appartient à 1 jusqu'à n, phi de moins 1 de x à la puissance k, ici on commence par 0 et pas par 1, donc égal à x moins 1 à la puissance k, je remplace ici, et j'utilise la formule de binôme de Newton. Donc égal à I égale à 0 jusqu'à k, et parmi k, ainsi de suite. Est égal encore une fois à ceci, j'ai juste déplacé I ici. Donc les coordonnées, ce sont ces coefficients-là. Alors j'exprimerai dans la base bêta les images de la base bêta par phi moins 1. Donc phi moins 1 de 1, phi moins 1 de x, phi moins 1 de x à la puissance n. Et ici je mets la base bêta, 1x. Donc, par exemple, phi moins 1 de 1, c'est phi moins 1 de x à la puissance 0. Je remplace k par 0. Donc ça va être i allant de 0 jusqu'à 0 de i parmi k. Ainsi de suite. Donc fois ceci. Et alors, donc je remplace i par i ne peut prendre que 0. Pardon, ici 0 parmi 0. Donc ça fait 1 fois moins 1 à la puissance k égale à 0, 0 moins 0, c'est 0, fois x à la puissance 0. Donc il n'y aura que 1 plus 0 fois x, plus ainsi de suite des 0. Alors ici, j'obtiendrai seulement 1 et les autres des 0. Et je fais de même pour phi de x, phi de jusqu'à phi moins 1 de x à la puissance n. Alors la matrice M-1, c'est la matrice suivante. Ça pour les coefficients de phi de x, phi moins 1 de x, ainsi de suite. On trouvera finalement l'inverse de M-1, c'est la matrice suivante. Donc il suffit juste de remplacer par ici par k égale à 0, k égale à 1, et puis k égale à n.
et trouver les colonnes. Dans cette partie-là, on va voir le rang, la trace d'une matrice, et aussi la matrice de passage et les matrices semblables. Commençons d'abord par la matrice de passage. Si vous avez n appartient à n étoile, E un K espace de dimension n, et on a sur cet espace deux bases, BE et B'E. Ce sont deux bases de E. Et si on exprime les éléments de la base bêta prime dans la base E, sous la forme suivante, E G' est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N, A, I, G, E, I. Donc ici on a G fixe. C'est comme si on travaille sur la GM colonne. Alors la matrice de passage pour passer de la base BE à la base bêta prime E, c'est exactement la matrice de l'identité, l'application identité de la base bêta prime E vers bêta E. Et d'après ce qu'on a vu sur la matrice d'un endomorphisme ou bien d'une application linéaire, alors on met ici les éléments de la base de départ et ici les éléments de la base d'arrivée. Donc les coordonnées de E1' dans la base E1 jusqu'à En sont A1, ainsi de suite jusqu'à AN1, ainsi de suite. Cette colonne-là représente les coordonnées de En' dans la base E1 jusqu'à En. Donc il ne faut pas confondre les choses. Ça, c'est la matrice de passage de BE vers B'E. Donc on met les vecteurs de la nouvelle base, la base où on veut aller, en haut, dans les colonnes. Et les coordonnées de la base de départ dans les lignes. Si vous avez un endomorphisme de E, une application linéaire de E vers E, IM une matrice de F dans la base BE, imprime la matrice de F dans une autre base, bêta prime de E, alors la matrice de passage nous permet de trouver M' en fonction de M. Alors M' est égal à P-1 dans la matrice de passage de E, bêta E vers bêta prime, fois M, fois la matrice de passage de bêta E vers bêta E'. Ici, il y a bêta E'. Et comment on calcule l'inverse de la matrice de passage? Ça, c'est exactement la matrice de passage, c'est l'inverse de cette fois-ci E' vers bêta E. C'est ça exactement la matrice inverse de la matrice de passage, de bêta E vers bêta prime. Alors, le voici ici, on a bêta moins 1 de bêta E vers bêta prime de E. C'est la matrice de passage de bêta prime vers bêta. Parlons maintenant sur le rang d'une matrice. On suppose qu'on a deux entiers, M une matrice, E un K espace, F aussi un K espace, tel que bêta E est une base de E et bêta F est une base de F. Alors, le rang d'une matrice M, c'est le rang des vecteurs colonnes de M, la colonne 1 jusqu'à la colonne P, parce que cette matrice-là de taille M, NP, c'est-à-dire elle admet P colonnes. Et c'est quoi le rang de ces vecteurs colonnes-là? C'est exactement la dimension de vect. Donc la dimension des sous-espaces engendrés par ces vecteurs-là. Ici on a P et pas N. Si M est la matrice de F dans les bases bêta E, bêta F, où F est une application linéaire de E vers F, alors le rang de F, donc ici aussi on a F, le rang de F est égal au rang de M, est égal à la dimension de l'image de F.
le rang de la transposée est égal au rang de M. Donc le rang est stable par passage au transposé. Est égal, encore une fois, le rang des lignes de la matrice M, la ligne 1 jusqu'à la ligne N. Parce que la transposée de M, les lignes vont devenir les colonnes. Et puisque nous avons dit que le rang de la matrice M, c'est le rang des vecteurs colonnes, puisque ici, les colonnes sont les lignes de la matrice M, alors on déduit que le rang de M aussi est égal au rang des lignes de la matrice M. Si vous avez une matrice inversible, c'est-à-dire appartenant à GLNK, une matrice d'ordre N, et Q, une matrice d'ordre P, aussi inversible, alors le rang de la matrice M est égal au rang de P fois M, c'est-à-dire si on multiplie M par une matrice inversible à gauche, le rang reste invariant. De même, si on multiplie à droite par une matrice inversible, le rang est toujours le même. D'une manière générale, si on multiplie à gauche ou bien à droite par une matrice inversible, le rang ne change pas. Voici maintenant quelques propriétés sur la trace d'une matrice. Si vous avez une matrice dont les coefficients sont A et G, alors la trace de A, c'est la somme des coefficients de AI, de I allant de N jusqu'à N. Donc c'est la somme des coefficients qui se trouvent dans la diagonale. Si par exemple on a dans la diagonale 1, 3, alors la trace c'est 6. Voici maintenant quelques propriétés de la trace. La trace de lambda A fois plus B, sachant que A et B ce sont deux matrices, et lambda un scalaire, est égal à lambda fois la trace de A plus la trace de B. Donc la trace est une application linéaire. La trace de A fois B est égale à la trace de B fois A. La trace de la transposée est égale à la trace de A. Donc ces résultats sont très importants dans les problèmes et les exercices. Si P appartient à GLNK, une matrice inversible d'ordre N, alors la trace de A est égale à la trace de P-1 fois A fois P. Donc si on multiplie par P à droite et par P-1 à gauche, la trace reste invariante. Finalement, si vous avez un endomorphisme de E et A, la matrice de cet endomorphisme dans une base donnée, alors le rang de F, c'est exactement la trace de A. Donc c'est la trace de sa matrice dans une base quelconque. Et le temps maintenant pour parler sur les matrices semblables. On dit que deux matrices A et B sont semblables lorsque il existe une matrice inversible telle que A est égal à P-1 fois B fois P. Alors dans ce cas-là, on dit que la matrice A et B sont semblables. Et ceci équivaut à lorsqu'il existe un espace de dimension n et bêta prime, bêta e, ce sont des bases de E telles que A représente la matrice de F dans une base et B représente la matrice de F dans une autre base. Alors A et B sont nécessairement semblables, d'après ce qu'on a vu ici. Parce qu'on peut l'écrire pour passer à la base bêta prime à la base bêta E, ou bien réciproquement, il suffit de multiplier par la matrice de passage et l'inverse de la matrice de passage. Donc, ils sont semblables. Ici, vous avez deux matrices semblables. Vous avez le droit de dire qu'elles ont le même rang, aussi la même trace et le même déterminant. Alors, il y a plusieurs façons pour démontrer que H est un sous-espace de MNK. Soit on prend deux éléments de H et un scalaire de K et on démontre que cet élément-là reste dans H.
parce que la trace est linéaire. La deuxième question, on considère l'application de MNK vers MNK. Montrer premièrement que phi est un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire. Tel que phi, chaque matrice M, on lui associe la trace de M fois IN moins M. Montrer que c'est un endomorphisme de MNK et déterminer la trace de cette application-là, phi. Répondons d'abord à la première question par une simple phrase que la trace qui est associée à chaque matrice M, sa trace, est une application linéaire, d'après ce qu'on a vu sur les propriétés de la trace. C'est une application linéaire. Parce que trace de lambda M plus N est égal à lambda fois trace de M plus trace de N. C'est une application linéaire et c'est quoi H? C'est le cœur de cette application. H, c'est les éléments où s'annule la trace. Et on sait déjà que le cœur est l'image d'une application linéaire est un sous-espace. Donc, H est un sous-espace vectoriel de Mn K. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, déterminons sa dimension. Et pour trouver la dimension, on va toujours utiliser l'application trace. Parce que c'est une forme linéaire. C'est quoi une forme linéaire? C'est une application linéaire définie d'un espace, K espace vectoriel, on a E, ici on a MNK, vers K. Donc une application linéaire de E vers K, on appelle ça une forme linéaire. Essayez de revoir la vidéo des espaces vectoriels normés. Des espaces vectoriels, pardon. Alors, si cette application est linéaire, on dit que c'est une forme linéaire. Et alors, si cette forme-là est différente de 0, c'est-à-dire elle ne s'annule pas, différent de 0 équivaut, il existe un élément tel que phi de x est égal à 0. Parce qu'une application nulle, c'est tous les éléments, les images de tous les éléments sont égales à 0. Si une application est non nulle, alors le cœur de phi est un hyperplan. Hyperplan, alors E, on peut l'écrire c'est comme H plus une droite, A fois K. Et donc la dimension de cet hyperplan-là, dimension de H, est égale à la dimension de E moins la dimension de cette droite, c'est-à-dire 1. Parce que la dimension de droite, c'est 1. Donc voilà, c'est ça l'idée. Je vais dire premièrement, la trace est une forme linéaire non nulle. Pourquoi non nulle? Parce que la trace de IN, c'est N, différent de 0. Les éléments de IN, il y a 1, 1, 1. Et les autres, donc la somme de N1, c'est N, différent de 0, parce que N supérieur à la 2. Donc la trace est non nulle. Et alors, H égale le cœur de la trace est un hyperplan et la dimension de cet hyperplan c'est la dimension de MNK qui est n au carré moins 1, donc égal n au carré moins 1. Voilà, comme ça, on a prouvé que H est un sous-espace de dimension n au carré moins 1. Dire que phi est un endomorphisme, je crois que ça découle de la linéarité de la trace. Donc c'est facile à vérifier, vous pouvez le vérifier facilement. Que phi est un endomorphisme. Maintenant, on va essayer de calculer la trace de phi. Pour ce faire, on va essayer de trouver une matrice qui représente cet endomorphisme-là. Ici, pour calculer la trace de phi, c'est égal à la trace, d'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est la trace de la matrice de phi dans une base donnée. Donc, quelle est la base adéquate qui nous facilite les choses d'après ce qu'on vient de voir?
Nous avons déjà vu que H est un hyperplan. Hyperplan, c'est l'ensemble où la trace est égale à 0, de dimension n au carré moins 1. Donc si la trace est égale à 0, si on prend un élément de H, M, phi de M, j'applique ici la trace égale à 0, fois 0 fois IN, c'est 0, il reste moins M. Donc les éléments, si je construis une base de H, de n-1 éléments, E1 jusqu'à En au carré moins 1, il reste combien pour compléter une base de MNK? Il reste un seul vecteur. Donc, puisque H est un hyperplan, donc on peut il se complète avec une droite. Il suffit de choisir seulement un élément n'appartient pas à H. Donc, par exemple, IN. Donc, H fois KIN égale à MNK. Donc, par exemple, IN est un vecteur qui complète ça en une base de MNK. Voilà le calcul de ces éléments-là, phi de EI, phi est égal à moins EI. Et sachant que E1 jusqu'à En, ce sont des matrices. Donc ça, c'est facile à trouver la matrice, c'est facile. Et phi de IN, on peut la calculer, donc ça fait N fois IN moins IN, donc égal à N moins 1 IN. Voilà, comme ça, on pourra trouver la matrice, une matrice très simple de phi dans cette base-là. Et donc, on peut calculer la trace aussi facilement. Déterminons alors la matrice de phi dans une base bien choisie. Donc, remarquons si un élément M appartient à H, phi de M est égal à moins M. Pourquoi? Parce que la trace de M est égale à 0. Donc cette partie-là est 0, il reste qu'au moins M. Et alors, on va considérer une base de H, puisque H est un espace de dimension n au carré moins 1. Alors je considérerai les matrices suivantes, OI. D'autre part, IN n'appartient pas à H. Alors on peut compléter la base qu'on a considérée en une base de MNK. E1 jusqu'à En-1 au carré moins 1 IN. Parce que MNK est de dimension n au carré. Donc il reste un seul vecteur pour compléter une base de MNK. Et alors, la matrice de phi dans cette base-là, donc ici je vais noter les images de la base et ici les éléments de la base. Donc phi de E1, puisque appartient à H, est égal à moins E1. Phi de E1 est égal à moins E1. Donc ici je vais mettre moins 1 et les autres, il n'y a pas de coefficient. De même, phi de E2, 0, moins 1 parce qu'il y a O2 ici, ainsi de suite. Jusqu'à IN. Phi de IN, c'est N-1 fois IN. Donc ici, il n'y a pas de E1, il n'y a pas ça. Donc jusqu'à ici, il y aura N-1. Donc voilà, c'est ça la matrice de phi dans cette base qu'on a bien choisie. Donc on peut calculer la trace facilement, c'est la somme de ces coefficients-là. Donc il y a combien de moins 1? N au carré moins 1. Donc plus N moins 1. Donc la trace de phi est égale à la trace de sa matrice dans la base suivante est égale à N au carré moins 1 fois moins 1 parce qu'il y a N au carré moins 1 moins 1 plus N moins 1. Et donc, finalement, on a trouvé que la trace de phi est égale à n moins n au carré.